Bonjour à tous. Je me présente, Mathieu Varnier, je suis directeur de la notation chez People for AI. Ça va le micro, c'est pas trop fort? Alors, d'abord une petite présentation de l'entreprise avant de passer au vif du sujet. Qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise d'annotation manuelle de données. Nous transformons la donnée non structurée en données structurées à noter essentiellement pour entraîner les modèles. Nous sommes en activité depuis 4 ans et donc actuellement, nous avons une équipe de 60 annotateurs, majoritairement en CDI, dans 2 centres de production à Madagascar et une équipe de 5 personnes aujourd'hui en France. Voilà, pour insister sur des éléments qui nous différencient. Donc, la majorité de nos recrutements sont faits en CDI. Il y a aussi une volonté et une capacité à avoir une gestion de projet de haut niveau en France. On verra sur la suite que c'est un élément important. Et aussi, qui est lié aussi au CDI précédemment, mais une politique RSE marquée avec voilà, la majorité des annotateurs en CDI et aussi une grosse partie, une partie non négligeable des annotateurs qui sont issus de la réinsertion sociale grâce à notre partenariat avec le Relais Madagascar. Quels sont nos domaines d'application? D'abord, bien entendu, la computer vision avec le travail sur les images, la 3D, la vidéo, aussi bien sûr le traitement, tout ce qui est NLP, et enfin aussi d'autres tâches, mais de manière plus anecdotique. Alors, ce qui est passionnant dans ce métier, c'est qu'on touche énormément d'industries différentes, liées aux applications très larges et vastes de l'IA, de la computer vision, du NLP, et notamment, voilà, pour ne pas tous les lister, mais des domaines où aujourd'hui on a une forte expérience. Ça va être la microscopie, les images issues de microscopes. La food, on est très avancé sur la food, la capacité à reconnaître une grande variété de classes d'alimentation, et aussi, je dirais pour en citer un autre, la notation d'images d'infrastructures électriques. Alors, maintenant on va passer au cœur de la présentation. Mon objectif, c'est vraiment de vous faire profiter notre expérience en 4 ans d'activité dans le domaine de la notation, pour vous aider à bien comprendre, voilà, en tout cas, parce que c'est pas toujours, les gens connaissent pas toujours si bien, c'est parfois un domaine un peu moins connu de l'IA, mais tout ce qui est cet aspect essentiel de préparation des données, et qu'est-ce que ça représente en termes, voilà, déjà de quoi on parle, de qui on parle, quels sont les outils, les différents outils, et aussi les process. Voilà, donc issu de 4 ans d'expérience. Alors d'abord, voilà, pour rendre la présentation un peu plus claire et ludique, alors je voulais pas parler d'un client en particulier, mais du coup, je me suis dit, voilà, on va trouver un client fictif, et ce client fictif, un peu représentatif, c'est Animal AI. C'est une application dont l'objectif, voilà, vous allez prendre en photo des animaux que vous avez devant vous, et ça va les reconnaître. Donc voilà, là, un magnifique chien qu'on a reconnu. Là, un chien qu'on a pris pour un lion. C'est vrai qu'il a une tête un peu spéciale. Et donc voilà, donc là, Animal AI, fort de ce constat, se dit, voilà, là, j'ai pas assez de données à noter, mes algorithmes ne fonctionnent pas suffisamment. Il faut que j'ai plus d'annotation. Donc, d'abord, quelques définitions, en tout cas, présentons la notation. Alors, la notation, c'est bien sûr, alors là, je parle surtout avec l'exemple d'Animal AI, de computer vision sur des images, mais bien sûr, ça vaut pour tout. Donc, d'abord, c'est un dataset. Voilà, c'est des images, des données. C'est dans l'idéal au moins une première version des instructions, donc quel est l'objectif, de la notation, mais in fine, quel est l'objectif du modèle, qu'est-ce que le modèle il veut trouver, qu'est-ce que le modèle il va déterminer par rapport aux images. C'est
aussi un outil d'annotation. C'est aussi une attente, une exigence en termes de qualité, de précision des annotations. Alors d'autres éléments clés qui vont être essentiels justement parce que mon idée c'est vraiment aussi de vous montrer la diversité des types de projets. C'est d'abord voilà, qu'est-ce qui va jouer là-dessus? C'est le volume de données, le type de données, voilà, est-ce qu'on est sur des images, de la vidéo, du texte, la taille des données, le domaine, bien sûr, la, le type d'annotation, voilà, là ici on voit le type d'annotation d'un point de vue géométrique, la complexité, l'expertise nécessaire qui est essentielle, et aussi bien sûr les attentes en termes de, de vitesse, de calendrier, aussi, voilà, est-ce qu'on est sur de la notation dans la durée? Est-ce qu'on est sur de la notation intermittente liée à un gros besoin ponctuel? Tout ça, c'est des éléments essentiels pour définir après, voilà, pour définir ce qu'on veut. Et donc, bien sûr, ne pas oublier l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver avec des instructions très claires et du coup, des équipes qui ont bien intégré ces instructions, qui atteignent un haut niveau de qualité, des outils, essentiellement l'outil d'annotation, qui sont adaptés, calibrés à la tâche et du coup, une production en temps et en heure du résultat. Voilà, donc là, je pense que j'espère en tout cas, vous avez déjà une première vision des éléments essentiels de la tâche d'annotation. Maintenant, on va parler des acteurs et de la répartition des tâches. Alors, les acteurs, c'est d'abord, nous, en tant que prestataire, on va parler du client, voilà, de l'entreprise, la structure qui a besoin de ce travail d'annotation. Donc là, on peut identifier, alors après, bien sûr, selon la taille de cet acteur, ces personnes peuvent être les mêmes, mais c'est quand même, ça me semble important et intéressant d'identifier ces différents acteurs. Donc il y a bien sûr le spécialiste de l'IA, du machine learning, qui va être le premier consommateur de ces données, qui va les interpréter. Il y a aussi, et c'est important, il y a l'expert ou les experts du domaine, ce sont eux qui maîtrisent voilà, le domaine, notamment pour des choses assez complexes, ça ne sera pas forcément, même si l'expert IA a intégré une partie de cette expertise, mais voilà, souvent, il faut, ces personnes-là sont aussi indispensables et, ça me permet de glisser un premier feedback important. Attention quand il y en a trop, parce que il est aussi essentiel d'avoir quelque chose d'homogène en termes de consignes, et donc ça c'est parfois problématique. Et aussi pour des projets conséquents, un chef de projet côté entreprise demandeuse par rapport à pour gérer la complexité du projet. Ensuite, de qui parle-t-on côté entreprise d'annotation? Pareil, c'est pas une entreprise d'annotation, c'est pas juste des annotateurs individuels, c'est bien sûr euh, le plus important, la clé, mais voilà, il y a aussi déjà il y a des annotateurs juniors, il y a des annotateurs seniors, il y a ce qu'on appelle nous les reviewers, c'est ceux qui sont bien sûr capables d'évaluer ce que font les autres. Il y a aussi les chefs de projet, que ce soit côté production offshore, mais aussi côté onshore pour nous du coup en France, donc chef de projet de haut niveau capable d'avoir une maîtrise complète du process et de proposer des choses originales. Et aussi, bien entendu, euh, proche souvent du chef de projet, mais l'expert, parce qu'il y a aussi une vraie expertise dans les outils, dans les process, dans tout ce qu'on met en œuvre autour de la notation. Alors, il me paraît important ici de distinguer deux types d'acteurs. Donc, il y a les acteurs de type voilà, où les annotateurs, les chefs de projet, les reviewers vont être chacun voilà, de type crowdsourcing, où chacun est un peu chez lui. Voilà, le plus emblématique, ça va être Amazon Mechanical Turk. Vous avez des gens un peu partout, on ne sait pas trop ce qu'ils font, on ne sait pas trop. Et une autre type d'entreprise qui est, nous en tout cas, ce qu'on fait, c'est l'équipe managée, ou au moins pour la partie production, on va avoir toute l'équipe au même endroit avec du coup
un énorme avantage en termes de capacité à intégrer des consignes complexes, à intégrer les retours du client, même si forcément, ça sera parfois quand même moins compétitif que le crowdsourcing, où là, surtout qu'en plus, crowdsourcing, on ne maîtrise pas toujours les conditions sociales derrière. Voilà, donc un petit graphique pour expliquer que selon où vous en êtes en termes de volume et de complexité, pour un volume réduit, on peut rester dans de la notation interne au sein de l'entreprise, mais très vite, ça va avoir ses limites, hein, parce que si on veut beaucoup de données pour faire bien progresser les algorithmes, ça va pas suffire. Et après, du coup, cette distinction importante dans l'axe de la complexité, ou en tout cas pour de la notation sur des sujets non triviaux, mais non experts, hein, parce que si c'est des chirurgiens, là, vaudra mieux, ils seront sans doute en crowdsourcing, chacun chez eux. Mais en tout cas, pour la plupart des choses que nous on fait, voilà, on voit bien et on a eu l'expérience que pour des concurrents qui font du crowdsourcing, malheureusement, pour un certain niveau de complexité, à un moment, ça ne passe plus. Donc, un aspect aussi qui est essentiel, là, issu de notre expérience, c'est le partage des rôles, et bien identifier ce partage des rôles, parce qu'il n'y a pas un projet d'annotation différent. Et voilà, que ce soit la mise en œuvre de l'outil, que ce soit la proposition, l'affinage des consignes, que ce soit même la gestion de l'équipe, selon les entreprises demandeuses, elles vont plus ou moins s'impliquer sur ces différents aspects. Et c'est essentiel. Ça, je pense que si vous mettez en œuvre des projets d'annotation, c'est essentiel de bien être clair là-dessus. Et là, je donne quelques exemples, voilà, des projets type un peu chez nous. Voilà, à chaque fois, donc j'ai ma double case. La case à gauche, c'est le client, la case à droite, c'est nous, l'entreprise. Et on va avoir des projets assez petits, mais dans la durée, où voilà, on va avoir un annotateur qui est expert pour le client et qui est géré complètement par le client, que ce soit l'outil, que ce soit la gestion de projet. En haut à droite, voilà, là, un projet un peu plus conséquent, mais avec des reviewers en interne chez nous pour gérer l'équipe. Mais pareil, une gestion de l'outil, mise en œuvre de l'outil, des consignes complètement intégrées par côté entreprise demandeuse. Et ensuite, le cas en bas, là, c'est les exemples de méga projets où là, on a une grosse équipe côté entreprise. Et de notre côté aussi, une grosse équipe avec beaucoup d'annotateurs, de la gestion de projet, de la mise en œuvre d'outils innovants, d'outils en tout cas dédiés à la tâche. Donc c'est vraiment cet aspect comprendre et voilà, quelle est l'équipe qui correspond à la taille du projet et aussi à l'implication, au degré d'implication de l'entreprise qui demande la notation. Alors voilà, on a parlé, on a décrit brièvement on a défini les éléments essentiels, on a défini les acteurs, on a parlé des acteurs. Maintenant, je pense que voilà, il est essentiel d'aborder la notion des outils. Alors, quand on parle annotation, on pense bien sûr, bien entendu et avant tout, aux outils d'annotation. Alors, je vous en connaissais peut-être. Il y en a de nombreux et ils ne sont pas tous équivalents, mais ils ne sont pas tous adaptés aux mêmes choses. Et donc, c'est pour ça que, pareil, notre expérience nous montre c'est intéressant de distinguer 3 niveaux dans l'analyse et dans l'évaluation, en tout cas dans quelle mesure ces outils sont adaptés à la tâche. Donc, il y a déjà le niveau individuel, voilà, un annotateur individuel à son poste. Voilà, est-ce que l'outil est adapté en termes de tâches? Voilà, des gens qui vont travailler sur des données géographiques, par exemple, c'est des choses très spécifiques où il va falloir utiliser un outil SIG. Pareil, vous connaissez peut-être, mais un des outils open source les plus connus pour la notation qui s'appelle CEVAT, où là, voilà, il y a des choses, ça permet de faire des choses très perfectionnées en termes d'annotation individuelle, d'annotation de bounding box 3D avec de la perspective, d'annotation de pose aussi au niveau des différents points d'intérêt d'une personne. Donc ça, voilà, ça c'est intéressant. Aussi en termes de fluidité de la notation, bien sûr, c'est essentiel. Capacité à gérer des données lourdes, par exemple. Mais ça, c'est qu'un aspect. Parce que dès qu'on tombe sur des projets conséquents avec des grosses équipes, la notion équipe
la notion capacité à gérer des équipes au sein de l'outil est essentielle. Et ça, de mon expérience aussi, c'est souvent une limitation des outils open source qui vont être parfois très perfectionnés sur de la notation individuelle pour quelqu'un qui est tout seul à son poste de travail, mais qui n'intègrent pas trop ces aspects équipe qui sont essentiels. Et ces aspects équipe, c'est d'abord un point essentiel, c'est la répartition des tâches. Voilà, vous avez des milliers d'images, vous avez une équipe de 15-20 personnes. Et ben, comment bien répartir ces tâches, ces images, par exemple, à annoter, et de manière dynamique? Parce que, par exemple, on a eu un client qui avait son propre outil et il fallait de manière rigide dire, voilà, telle personne s'occupera de telle donnée. Et en fait, c'était complètement infernal parce que bah, voilà, bah, nous, on a des gens qui sont en vacances parfois, des gens qui vont moins vite que d'autres, des gens qui parfois sont absents pour raison de santé, et donc ça rendait les choses impossibles. Donc, euh, donc ça, cet aspect répartition qui est essentiel, qui doit fonctionner de manière aussi efficace, parce que le moment où vous avez une grosse exigence en termes de délai et que bah, le système, il envoie plusieurs fois les mêmes images à plusieurs annotateurs, bah là, c'est absolument pareil catastrophique en termes de productivité. Donc, c'est vraiment des points essentiels. Et un deuxième point absolument essentiel, c'est aussi la capacité à évaluer de manière efficace, de manière fluide, le travail des annotateurs, voilà, que ça soit le reviewer, que ça soit les chefs de projet, que ça soit aussi la capacité des experts domaines côté entreprise à visualiser ce qui est fait. Et donc ça, pareil, c'est basique, mais c'est essentiel. On doit, voilà, dès qu'une annotation est faite, elle doit pouvoir être visible via un URL de manière souple. Et donc ça, voilà, pareil, c'est un aspect absolument essentiel. Il y a un aspect aussi important qui est de plus en plus aussi mis en œuvre dans ces outils, c'est aussi un aspect analytics aussi, voir bah, voilà, productivité, que font les différents annotateurs, leur vitesse, la qualité. Voilà, donc on a vu l'aspect individuel, annotateur, l'aspect équipe, et un point non plus à ne pas négliger, c'est l'aspect euh, efficacité de l'outil en termes de gestion par les experts. Et là, je parle essentiellement de capacité à, de manière automatique, via du code, à aller ajouter des nouvelles données, à aller récupérer les résultats, à aller voilà, ça c'est pareil, c'est absolument essentiel. Dès qu'on a des projets non triviaux de taille conséquente, c'est vraiment quelque chose à ne pas du tout euh, voilà, à ne pas du tout négliger. Et souvent, bah, il y a beaucoup d'outils sur le marché. Euh, la, hum, Je fais un peu le timekeeper parce que je pense que le cœur du sujet, on l'a compris. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets qui vont arriver de ta ou- présentation? Parce que les sujets que tu présentes, c'est assez intéressant pour qu'il y ait un échange aussi. D'accord, ouais, ça marche, tout à fait. Il me reste combien de temps là à peu près? Un petit 3 minutes? Ah, voilà. Ok, bon, bah, j'ai été beaucoup plus long que prévu, je vais aller beaucoup plus vite. Donc, autour de ces outils basiques, ces outils d'annotation, il y a aussi bah, lié notamment aux API et tout ça, toute construction d'outils complémentaires, essentiellement à la base de spreadsheets, mais qui sont essentiels pour monitorer la productivité, pour la qualité, pour la gestion de la connaissance. Donc voilà, essentiellement, bah, par exemple, pour du sampling, pour faire des évaluations individuelles, parce qu'à un moment, sur des projets complexes, il va falloir gérer de manière individuelle la capacité des annotateurs et malheureusement bah, en retirer du projet pour les mettre sur d'autres projets s'ils n'ont pas le niveau. Là, on voit un bel exemple d'évolution du score d'une équipe avec bah, voilà, en gardant bah, ceux qui ont le niveau pour la tâche par rapport aux exigences du client. Aussi, bon là je passerai peut-être après dessus, mais et alors, rapidement, les étapes de la notation, aussi pour nous, un point essentiel, c'est qu'il y a un côté expérimental dans la notation. On ne peut pas savoir au début, on ne peut pas comprendre. C'est impossible de dire, voilà, votre projet, là, vous m'avez parlé 2 minutes, ça va être 3 minutes par image et on va mettre 2 mois. Ça, c'est absolument impossible. Dans la notation, il y a un côté expérimental. Voilà, il faut comprendre, il y a un aspect design, comprendre ce que veut le client, mettre en place la bonne équipe, donc, ce que je disais avant, mettre en place les bons outils, euh, une évolution de la construction de qu'est-ce que veut le client, qu'est-ce que veut l'entreprise, voilà. C'est quoi
qu'est-ce que l'équipe doit intégrer, qu'est-ce que les chefs de projet doivent intégrer pour que la qualité soit au rendez-vous, en posant des questions, en faisant du consensus qui permet aussi de faire émerger des problèmes. Voilà. Est-ce qu'il s'agit d'un chien, est-ce qu'il s'agit d'un tigre? Et donc ça, c'est la partie expérimentale. Et ensuite, la deuxième partie, c'est optimisation, améliorer l'outil, diminuer le taux d'erreur, améliorer la connaissance des consignes. Donc voilà, et on arrive sur la partie vraiment production une fois que ça tourne. Et donc, en résumé, j'en ai quasiment fini. L'idée, c'est justement ces différentes étapes, donc les deux premières étapes qui correspondent à la phase POC expérimentale. Voilà, on va avoir une explosion du nombre de questions par rapport à l'explosion du nombre de documents auxquels on est confronté. On a les taux d'erreur qui vont diminuer, la vitesse qui augmente, la taille d'équipe qui augmente aussi, parce que bien sûr, essentiel. Une des plus grosses erreurs, c'est de vouloir aller trop vite, de mettre trop de monde, alors que les outils sont pas encore stabilisés, que les consignes surtout ne sont pas stabilisées. Et donc pareil, un point essentiel, la vitesse d'annotation. Souvent, voilà, une entreprise, elle dit, mais c'est quoi voilà, en 2 phrases, je vous dis ma tâche, ça va être quoi la vitesse d'annotation? Et absolument impossible parce qu'il peut y avoir des évolutions. Voilà, il y a toujours une montée en compétences au début. Il peut y avoir des gros changements par rapport à des changements de consignes. Par exemple, la courbe verte, là, j'ai montré quelque chose assez. Imaginons, on commence avec une tâche où c'est des bounding box. Donc, on approche d'une vitesse assez rapide et tout d'un coup, on se dit, bah non, la bounding box, c'est pas adapté, c'est pas assez précis. On va plutôt mettre du polygone approximatif. Un polygone, genre, pas, plus précis qu'une bounding box, mais beaucoup moins précis qu'une annotation pixelique. Et du coup, forcément, on va atteindre une vitesse palier plus basse. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse d'avoir été un peu long sur le début. Non, c'était parfait. Un grand merci. Et à mon avis, les sujets que tu présentes, ça fait la bonne liaison par rapport à la présentation de DataRobot juste en amont, même si toi, tu as fait plutôt position défense sur les stacks open source. Est-ce qu'il y a des questions à distance avant que je passe la main ici dans la salle? Non. Eh ben, je démarre par la salle. Des questions? Oui, Quentin. Pareil, si à chaque fois, vous pouvez vous présenter. Donc, Quentin Yoshida, BPI France. Merci pour cette présentation. En fait, j'ai une question sur, il y a énormément de recherches sur tout ce qui est correction automatique des labels, des annotations, et même tout ce qui est autour en fait de la sélection optimale des images à annoter ou des textes à annoter. Est-ce que en fait cette complexité supplémentaire, est-ce que ça vaut le coup de l'implémenter ou en fait finalement on fait de l'aléatoire et ça marche très bien? C'est quoi un peu votre retour d'expérience dessus? Alors, c'est intéressant parce que honnêtement, c'est des sujets où, en tout cas, nous, en interne, on commence à travailler là-dessus. Alors, déjà, ce que je pourrais dire, c'est qu'on a déjà quand même commencé avant, mais souvent, c'est en fait l'entreprise qui arrive avec son besoin d'annotation, par exemple, elle va elle-même, souvent, elle va faire ce travail d'orientation, un peu effectivement d'optimisation des meilleures données à annoter. Donc, ouais, je vois 3 sujets. Pour être sûr que je comprends dans ce que vous me dites, il y a effectivement choisir les bonnes données, parce que annoter des images, annoter de la donnée, ça coûte, et donc il faut choisir les meilleures données. Donc ça, effectivement, il y a des solutions de un peu active learning, aller voir ce qui est le plus intéressant à annoter. Il y a aussi, pour aller plus vite, il y a annoter à partir de prévisions, de pré-annotation. Souvent, ça, c'est aussi un moyen d'amener de l'automatisation. L'automatisation totale, ça, j'y crois pas trop pour l'instant. Mais par contre, c'est comment, plutôt que de prendre des données au hasard et de rien faire tourner avant, il y a vraiment un intérêt à faire tourner des modèles avant pour proposer des pré-annotations qui, dans l'idéal, vont permettre aux annotateurs d'aller plus vite, parce que on ne fait que corriger, modifier à la marge des annotations. Et il y a aussi un sujet qui arrive, c'est parce qu'il y a, nous, il y a bien sûr le sujet de la qualité, cibler les reviews, cibler les reprises sur ce qui a le plus d'intérêt. Et donc ça aussi, on est en train de mener des expérimentations pour avoir des algos qui vont cibler les données qui, a priori, sont les moins qualitatives par rapport à ce qui a été annoté, pour prioriser la reprise là-dessus. Je ne sais pas si ça répond
Alors, très honnêtement, alors, les prévisions, oui, ça marche, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, on a un de nos plus gros clients, on a un pipeline complet où on a plusieurs étapes d'annotation, où on a une première annotation, le modèle tourne chez eux, ça revient, ils nous renvoient quand il y a des choses qui leur semblent pas bonnes, pareil, ils nous les renvoient. Et donc, si ça permet vraiment d'atteindre une meilleure qualité. Mais on va mettre en place justement là avec on va mettre en place des expérimentations là-dessus pour essayer d'estimer un peu, notamment sur cet aspect prévision et optimisation du ciblage des choses à revoir. On va mettre en place des expérimentations pour voir concrètement, de manière un peu scientifique, qu'est-ce que ça apporte. D'autres questions? Une question néophyte, c'est-à-dire Jean-Pierre Bletner, journaliste pour la Revue du Digital. J'aurais voulu savoir, vos équipes font un relevé pixel par pixel, ils font le tour du chat là et ils mettent à côté chat ou bien ils disent juste sur l'image il y a un chat. Alors, ça dépend. C'est très rarement qu'on fasse vraiment de la notation pixel. Ça dépend. C'est vraiment côté entreprise. Qu'est-ce qui est le plus intéressant par rapport Vous pouvez faire les deux, quoi, Ouais, en fait. on peut tout faire. Ouais, c'est ça. Ça dépend. En fait, Mais le plus souvent, est-ce que c'est demandé? Non, le plus souvent, c'est des choses d'un point de vue géométrique plus basique, où ça va être on appelle la bounding box, du rectangle. D'accord. Et dernier point, quels sont vos principaux concurrents sur ce type de démarche? Est-ce que le marché est très actif? Il y a énormément de concurrents, hein, ça c'est sûr. Après, il y a... Et votre point fort par rapport à eux? Notre point fort, c'est une certaine... voilà, on n'est pas non plus une boîte immense, mais il y a une vraie dimension aussi expertise France, côté voilà, gestion de projet, mise en place d'outils. Parce que voilà, on a beaucoup de concurrents où c'est des choses très basiques, ils mettent en place des équipes et il y a peu de contrôle. Et donc la qualité, les enjeux qualité sont très importants et souvent c'est pas toujours satisfaisant. Alors que nous, il y a vraiment de A à Z cet aspect qualité, contrôle, mise en place d'outils complexes pour aller justement aller vraiment, c'est essentiellement ça. Donc, il ne faut pas que le couteau japonais, il faut aussi l'équipe qui sait s'en servir. Exactement. Lucas Dupont-Loup pour BPI. Moi, j'aurais juste une question. Si j'ai bien compris, en fait, quand vos clients viennent vous voir, c'est parce qu'ils ont un ensemble de données dont ils ont besoin de faire des annotations et des annotations de qualité. Est-ce que ça vous arrive, du coup, derrière, en fait, de repartager ce jeu de données ou de le collectionner pour pouvoir le revendre? Parce que si vous passez du temps, en fait, à faire ces annotations, est-ce que c'est un peu vraiment juste pour un client et ça sera perdu, entre guillemets, après, ou c'est repartagé ensuite derrière? Alors, c'est une très bonne question. Et non, nous, est-ce que c'est vraiment la donnée du client et le résultat est propriété du client exclusive? Après, on pourrait imaginer, à un moment, ça n'a jamais été le cas, mais on pourrait imaginer un client, par exemple, sur un dataset un peu qui peut intéresser d'autres personnes, qui dirait, est-ce que, par exemple, je peux payer un peu moins cher et que ça sera utilisable par d'autres, mais mon sentiment, c'est quand même que pour les sociétés qui demandent de la notation, c'est aussi un vrai atout pour eux, un atout compétitif. Et donc, si après les données, elles sont accessibles à tout le monde, c'est pas forcément intéressant. Alors, par contre, on peut être aussi, par exemple, parce que nous, on a forcément un enjeu aussi, comme la plupart de nos salariés sont en CDI, on a un enjeu d'occuper les équipes à des moments où on a moins de projets. Et là, par contre, on peut travailler sur des projets, des données libres qui peuvent être intéressantes pour la communauté IA. Et donc là, voilà, c'est dans une logique complètement différente. Mais quand on est dans une logique de travail facturé à des entreprises clientes, il y a vraiment ce côté, là, non, c'est vraiment exclusivement pour eux et c'est leur avantage. Ça fait partie de leurs avantages compétitifs d'avoir ces sets de données à noter de manière précise. Merci. D'autres questions? Nos amis en ligne sont un peu timides, donc vous pouvez allumer le micro. Sinon, levez la main et allumez le micro. Pas de questions ici, pas d'autres? Bien sûr. Quel est le dataset le plus bizarre que vous ayez eu à traiter? Une bonne question. Un des plus bizarres. Paul, tu as une idée? Micro. Comme ça, on vous entend à distance.
Paul Garcia, Data Labeling Expert chez People for AI. J'ai eu un projet récent sur une entreprise qui travaille avec YouTube sur la détection de tétons. Donc, on a fait travailler les labelleurs sur des tétons pendant un sacré moment pour en fait pouvoir faire de la modération sur les nus et les tétons sur YouTube. Ça, c'est de l'anecdote. Aux États-Unis, on aurait eu pip, pip, c'est ça? On est en France. C'est bon, tu vas bien. Intéressant, en tout cas. Mais heureusement, pour la majorité des sujets, c'est Il y a des pas choses... de- Voilà. Super. D'autres questions? Merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Bravo.